Merci, un grand merci à toutes et tous d'être venus nombreuses et nombreux à la soirée de présentation et de lancement du livre d'Anne-Cécile Maillefer, La panique démographique, une réponse féministe, édité aux éditions du Petit Matin. Parce que voilà, ce sujet suscite un intérêt qui est totalement justifié, puisque ça fait des mois et des années, et c'est régulier d'ailleurs, qu'on nous bassine avec la question du réarmement démographique et l'injonction qui est faite aux femmes de faire des enfants, de produire des enfants. Et Anne-Cécile Maillefer sort finalement le premier livre féministe aujourd'hui sur quelle réponse féministe on peut apporter à cette panique démographique qui nous tombe dessus et qui parfois nous énerve, mais qui peut aussi nous questionner, évidemment. Donc je dis un mot de la Fondation des femmes parce que c'est la fondation qu'a créé Anne-Cécile Maillefer il y a maintenant 10 ans, puisque ce sont nos 10 ans cette année, et qu'il y a 10 ans, elle nous a embarqués dans cette aventure folle qu'est la Fondation des femmes, qui nous a menés à créer la première et la seule aujourd'hui fondation reconnue d'utilité publique en France entièrement dédiée à l'égalité et à la lutte contre les violences faites aux femmes, et à soutenir les associations pour faire en sorte de mettre ces violences derrière nous et créer un pays et un monde d'émancipation pour les femmes. Et donc c'est grâce à ce travail, depuis 10 ans, nous avons pu reverser 20 millions d'euros à plus de 1000 projets associatifs partout en France. Et on est très fiers de ça et de pouvoir faire encore plus, évidemment, demain. Et donc, on va évidemment passer au moment que vous attendez, pour lequel vous êtes venus, qui est donc la présentation, le lancement du livre d'Anne-Cécile Maillefer, autour de cette question de la panique démographique et de quelle réponse féministe on peut apporter, plutôt que celle qui nous est assénée, qui est plutôt celle du patriarcat, vous l'avez deviné, dans les médias. Pour faire ce lancement, je vais appeler à mes côtés Marion Dubreuil, qui est donc journaliste, dessinatrice, judiciaire, grâce à laquelle on a pu suivre le procès Mazan l'année en 2024 avec énormément d'attention grâce à tes magnifiques dessins. Et tu as d'ailleurs témoigné de cette expérience et aussi de ton analyse de ce procès dans un livre, Mazan, la traversée du Styx. Et merci vraiment d'avoir accepté d'être à nos côtés ce soir et de nous accompagner dans cette soirée. Merci. Et j'accueille également, évidemment, Anne-Cécile Maillefer. Présidente et fondatrice de la Fondation des femmes. Et je me permets aussi, au nom de toute notre équipe, je pense que je parle au nom de toute notre équipe, pour te dire mon admiration pour ta capacité de travail titanesque, puisqu'il faut savoir qu'Anne-Cécile a écrit un livre en faisant des milliards de choses extraordinaires en même temps. Et quel livre, puisqu'on voit à la couverture aussi médiatique autour de ce livre que le propos qui y est tenu était nécessaire et répond à un vrai besoin social d'avoir cette réponse féministe. Donc merci de nous inspirer au quotidien, Anne-Cécile, et on a hâte de découvrir encore plus avec vous ce soir le résultat, qui est ce nouveau bébé finalement, qui est le tien, ce nouveau livre. Donc bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Bonsoir Anne-Cécile. Bonsoir Marion. Je suis très contente d'être avec vous ce soir. Tu nous accueilles ici chez toi, enfin une forme de deuxième chez toi, la Cité Audacieuse, qui est gérée par la Fondation des femmes, que tu as créée, que tu présides. Le thème de la soirée est inscrit dans tes engagements. La constitutionnalisation de l'IVG en 2024 en est l'une des illustrations. L'exposition Bonne Mère en cours au musée Le Mucem à Marseille en est une autre. On se connaît depuis longtemps, depuis près de 10 ans, presque le temps de la Fondation. Et on a aussi partagé ensemble des combats sur la question des violences et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et ce soir, on est réunis par quelque chose, je pense, qui nous anime toutes et tous. C'est peut-être la colère qui a donné l'impulsion de ton livre, La panique démographique. Le réarmement démographique, c'est, je pense, une formule qui nous a tous, toutes énervées.
J'espère que ce n'était pas juste l'énervement des femmes, mais aussi celui des hommes. Je préfère le dire tout de suite, ton livre, c'est pas non plus la contre-offensive, pour rester dans le lexique, guerrier du président, et c'est plutôt un plaidoyer pour l'autonomie et les libertés des femmes. Est-ce que, ça te parle si je dis, ce terme-là? Oui. Oui, effectivement. Alors dans une première partie du livre, je viens, déconstruire un peu, enfin, j'ai eu besoin en fait, d'essayer de chercher en fait enfin, comment c'est possible que ça arrive, cette expression, ce mot réarmement démographique dans la bouche du président de la République comme ça en 2024. Franchement, je l'avais pas vu venir. Je pensais pas que ça arriverait comme ça aussi haut, parce que c'est quand même, enfin voilà, le représentant, ultime politique, et quand il a des discours, c'est court, il choisit ses mots, il en a pas beaucoup, et donc que tout à coup, il y ait ce sujet-là avec ce vocabulaire-là. J'ai eu besoin effectivement quand même d'essayer de faire fouiller, de me dire: «Mais en fait, d'où ça vient ce truc? Elle est où l'arnaque? Et pourquoi un tel vocabulaire? Pourquoi un tel vocabulaire de l'urgence et de la bagarre et de la bataille?» Et dans la première partie du livre, je viens quand même décortiquer ça, pour essayer de montrer que c'est pour ça que j'utilise d'ailleurs le mot «panique», pour essayer de montrer qu'en fait cette, peur qui nous est agitée, enfin, vise justement à générer un sentiment de panique, et la panique, elle est pas rationnelle. Quand on dit panique, c'est pas rationnel et ça nous fait prendre des mauvaises décisions quand on panique. Donc moi, ma réponse aussi à ça, c'est de dire, regardons avec un peu de distance, qu'est-ce qui se passe au niveau démographique? D'où ça vient ce sentiment, de peur, de fin de civilisation, de fin du monde, les courbes qui s'inversent, il y a plus de morts que de naissances, mon Dieu! Et remettons un peu voilà, d'objectivité là-dedans. Et en remettant de l'objectivité, on voit quand même qu'il y a effectivement, une baisse de la natalité depuis 20 ans, et du coup, j'avais aussi envie de pas uniquement rester sur: «Bouh, il y a une panique qui est créée, qui est instillée pour, venir reprendre le contrôle des femmes». Donc ça, c'est globalement un peu la première partie, du livre, et j'avais vraiment envie aussi d'ajouter une deuxième partie, qui était plus difficile du coup pour moi à écrire, parce que c'est facile de râler. C'est vrai que c'est moins facile de proposer des trucs, et donc la deuxième partie du livre, elle vise vraiment à, du coup, se dire: «OK, si cette panique, elle est, instrumentalisée, si elle est pas tout à fait réelle, qu'est-ce que c'est quand même que cette baisse de la natalité? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Et qu'est-ce que nous, en tant que féministes, on peut aussi dire de ça?» Et ce livre, c'est donc d'abord et avant tout, une invitation pour que, toutes et tous, on rentre à pieds joints dans ce débat sur la démographie, sur la natalité, et de ne pas laisser ce débat à certains qui ont de mauvaises intentions, et plutôt de se dire, en fait, c'est un débat, c'est un sujet qui peut peut-être tous et toutes nous permettre de repenser carrément, la société, en fait, et les valeurs fondamentales qui nous guident. Et du coup, c'est une invitation à venir discuter de ça, à s'emparer de ce sujet. Et effectivement, l'exposition Bonne Mère aussi m'a permis d'y réfléchir, et aussi une invitation à ça, à réfléchir à ces sujets autour, de la maternité et au-delà. Parce que la maternité, c'est en fait, moi j'ai un propos assez large sur la maternité. Pour moi, la maternité, ça peut être aussi des hommes. C'est toutes celles et ceux qui font, ce travail du lien, du soin, et donc il n'est pas forcément genré. Voilà, donc c'est vraiment une invitation à discuter ensemble, de ces enjeux. Mais pour pouvoir en discuter, il faut comprendre les mots, utiliser les mots justes, comprendre ce qu'ils cachent, et il y en a un, que tu convoques assez vite, c'est la dénatalité. Ouais. Tu l'as dit, c'est un constat, démographique, on ne va pas le contester. Mmh. En revanche, c'était un mot du vocabulaire, du langage scientifique, et il a envahi notre quotidien dans les médias, dans les discussions, et il est porteur, d'une idéologie, celle du déclin. Oui. Et ça, c'est quand même aussi important de faire le constat de ce que ça représente. Ouais, ouais, effectivement. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé, à partir de quand, et globalement, c'est à partir de 2022, hein, qu'on va avoir, des unes de journaux, avec ce mot dénatalité, avec, vraiment, on passe de quasiment, enfin, je sais pas, 50 ou 100 occurrences à genre 1 500 en 1 an, quoi. Donc on a, alors que la baisse de la natalité, et c'est petit à petit depuis 20 ans, il s'est passé un truc à ce moment-là, et il s'avère, quand on regarde d'où vient
D'où vient ce mot, d'où vient ce sujet, d'où vient cette espèce de panique. Elle vient clairement de médias, de médias d'extrême droite, hein. Et à partir du moment, par exemple, où Bolloré va racheter le JDD, on va avoir un mois plus tard une une sur la dénatalité, quoi. C'est quasiment systématique. Donc, on voit quand même que ça vient pas de nulle part. C'est-à-dire que c'est pas faux qu'il y a effectivement une baisse des naissances, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est fabriqué autour de ça et qui vient nourrir plusieurs idéologies, enfin des idéologies qui sont aux antipodes du féminisme, qui sont effectivement l'idéologie du déclin avec aussi l'idéologie du grand remplacement. Et donc cette dénatalité, elle vient vraiment nourrir, eux, ils l'invoquent pour se donner raison, pour montrer qu'ils ont raison sur le grand remplacement, par exemple. Donc c'est pour ça aussi que c'est beaucoup mobilisé par l'extrême droite. Ça vient aussi nourrir les idéologies masculinistes, et en particulier celles des incels, qui sont une sous-branche du masculinisme. Les incels, ceux qui sont célibataires de manière involontaire et qui regrettent de ne pas avoir... et regret est un mot beaucoup trop gentil, de ne pas avoir de petite amie. Et donc, du coup, ils sont prêts à faire des attentats pour ça. Voilà. Et donc, les incels vont aussi dire, voilà, c'est parce que les femmes aujourd'hui sont trop autonomes, sont trop indépendantes économiquement, ont fait trop d'études. Du coup, elles ne veulent pas se mettre avec n'importe qui. Du coup, elles ne vont pas faire d'enfants trop jeunes, donc c'est grave. Et vous voyez bien que ça amène à la fin de l'humanité. Puisqu'en fait, la dénatalité, le mot dénatalité invite à penser que c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin de l'humanité. Donc, voilà, donc ça vient nourrir des idéologies du grand remplacement, très racistes, parce qu'on parle de dénatalité pour certains, hein, pas pour tous. On vient aussi mobiliser cette idéologie donc, pour le masculinisme, pour la reprise de contrôle sur les femmes, en disant, regardez, depuis qu'elle est féministe, que les femmes sont trop indépendantes, elles font plus d'enfants, ça va être la fin du monde à cause des féministes. Donc, ça donne une sorte de vernis moral à leurs idéologies qui sont terrifiantes, en fait, pour les femmes et pour les droits des femmes. Et puis, ça vient nourrir aussi, évidemment, ça nourrit les idéologies assez classiques, réactionnaires assez classiques, on va dire religieuses, très conservatrices. Donc, ceux-là, on les connaît, ça fait longtemps. Et puis, il y a aussi des nouvelles formes d'idéologies assez effrayantes qui sont le transhumanisme. Donc, j'ai eu envie vraiment d'en parler aussi dans ce livre. Au début, quand je l'ai rajouté, je me suis dit, j'ai appelé mon éditeur en disant, bon, est-ce que c'est pas trop genre un délire de me mettre à parler de ça? Mais j'avais vraiment envie parce qu'en fait, on est en 2026 et il faut ouvrir les yeux aussi sur en fait, la société telle qu'elle est aujourd'hui, elle est aussi guidée par les géants de la tech qui ont une idéologie qui est le transhumanisme. Et le transhumanisme vise à optimiser la vie grâce à la technologie. Et donc, ils utilisent aussi la dénatalité. Ils disent, voilà, comme il y a la dénatalité, la technologie va nous sauver. Et donc, on va produire le plus possible de bébés le plus performants possible. Et donc, ils mobilisent la technologie aussi vraiment dans ce sens. Et donc, là, ils sont dans un délire de contrôle total. Donc, c'est vraiment l'aboutissement, quoi. Et voilà. Donc, il y a toutes ces idéologies-là qui se nourrissent vraiment de la baisse de la natalité qui est réelle à nouveau. Mais ils l'invoquent, ils la mobilisent pour faire passer des projets qui sont terrifiants et qui sont en fait, en réalité, extrêmement mortifères. Alors, tu évoquais la théorie du grand remplacement. Tu sources dans ton livre, par exemple, Sterrin qui va parler de faire des bébés de souche européenne parce que c'est une incitation à la natalité, mais à la natalité de certains, de certaines. Tu écris aussi dans ton livre, et ça répond avec la dernière partie, on y reviendra, mais Elon Musk répète depuis plusieurs années que l'effondrement démographique constitue la principale menace pour l'humanité, plus importante que le changement climatique. Et toujours dans ce passage, dans cette logique, la reproduction n'est plus un fait humain partagé, mais une stratégie de survie des élites. Et c'est vrai qu'on parle des médias de la sphère Bolloré, mais en fait, il y a des agents qui sont encore plus puissants qu'eux. C'est ceux de la tech. C'est ceux qui se présentent comme modèles pour une natalité avec 10, 12, 14 enfants. 150 même. Au détriment complet de leurs partenaires, avec l'idée de reproduire finalement un alter ego encore plus puissant. Ils ont vraiment ce délire, effectivement, un peu d'inonder le monde de leurs gènes
Et pour pouvoir le faire, ils investissent dans des laboratoires qui permettent de trier les embryons les plus performants, les plus intelligents, parce que maintenant, il va falloir qu'on fasse des humains plus intelligents que les machines, maintenant que les machines sont intelligentes. Donc, vous voyez le truc qui n'en finit plus. Et évidemment, pour le moment, ils passent beaucoup par la GPA. Donc, on a vraiment des multimilliardaires qui souhaitent que leur sperme et leur ADN, du coup, ils souhaitent vraiment créer des lignées. Et donc, alors dans le cas de Musk, c'est 12 enfants, mais on a des multimilliardaires qui en font 100 ou 150. C'est pas un délire, c'est vrai, c'est ce qu'ils payent. Voilà, ils veulent 150 enfants parce qu'ils veulent créer des nouvelles lignées. Ils pensent qu'ils sont supérieurs, ils pensent qu'ils sont une élite. C'est vraiment du suprémacisme. En fait, le pronatalisme, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est d'abord et avant tout une idéologie du tri. En fait, c'est jamais tous les enfants qui sont les bienvenus. C'est vraiment toujours certains enfants. Et cet eugénisme aujourd'hui qui est mobilisé par des industries, par des individus, ça a été avant, c'était plutôt des États. Mais aujourd'hui, en fait, c'est moins les États que finalement certains individus et certaines industries qui vont être vraiment sur ce sujet. Parce que, on ne l'a pas dit là, mais en fait, en 2080, on va être 12 à 13 milliards. Donc, en réalité, la panique qui nous secoue aujourd'hui, c'est vraiment une panique eugéniste. C'est certains enfants qui ne naissent pas suffisamment. Et au contraire, on va venir contrôler les naissances de celles et ceux dont on ne souhaite pas les enfants. Donc, il y a certaines femmes dont on souhaite les enfants, c'est globalement des femmes blanches, bourgeoises ou de classe moyenne qui peuvent éduquer des enfants bien élevés, surtout qui ne font pas trop de bazar, très silencieux, etc. Et par contre, on va au contraire criminaliser toute une autre partie de l'enfance, d'autres enfants qu'on va chercher à vouloir écarter de notre société et qui ne sont clairement pas les bienvenus. Comme tu le disais, c'est un livre aussi avec un regard féministe, avec des lunettes féministes. Donc, on ne regarde pas que le présent et le futur, on regarde aussi le passé. Et ça permet, je vous le dis aussi, de se rassurer peut-être un peu, de se dire qu'on en a vu d'autres. Oui. En fait, il y a quand même là un petit vertige qui peut vous saisir, mais et je le comprends, je le partage. Mais il faut se dire aussi que si l'idéologie demain, c'est de faire des enfants d'élite et de les reproduire à l'infini. Hier, c'était de faire aussi des enfants chair à canon. Ouais. C'était la pression permanente sur les femmes pour faire des enfants qui seraient des travailleurs, qui seraient des soldats. Donc en fait, si on regarde par exemple le XXe siècle, on n'a pas non plus de motif de réjouissance pour les femmes, si ce n'est le combat pour obtenir la contraception, le combat pour arrêter de faire de multiples enfants si on n'en veut qu'un, si on n'en veut que deux. Il y a aussi des leçons féministes du passé. C'est vrai que en faisant ces recherches sur la démographie et sur cette panique, je me suis rendu compte que ce n'était pas la première fois qu'ils nous la faisaient à l'envers et qu'au fin 19e siècle, il y a aussi eu une baisse de la natalité en France. Et il y a aussi eu ces débats et avec quasiment les mêmes termes, avec un débat avec des pronatalistes qui nous expliquaient qu'il fallait effectivement faire des enfants pour sauver la nation française et qui déjà pointaient du doigt les féministes de la fin du 19e siècle qui, elles, essayaient de diffuser du contenu sur la contraception. Et au sortir de la Première Guerre mondiale, lorsque les femmes avaient quand même remplacé les hommes à plein d'égards dans la société, qu'elles ont dit écoutez, là vous rentrez du front, mais nous on était quand même. Et en fait, il y a eu un vrai retour de bâton en disant globalement c'est à cause de vous qu'on a perdu la guerre, on a perdu un bout de la guerre, même si on l'a pas complètement perdu, mais en tout cas là. Et donc du coup, ça a été un vrai retour de bâton avec les lois scélérates 1920 qui viennent encore plus criminaliser l'avortement et toute information sur la contraception. Donc on renvoie vraiment les femmes au foyer et ça c'est en fait c'est les pronatalistes qui gagnent, mais il y a vraiment eu cette tension qui existait. Et puis même chose, années 70, nos aînés qui mènent des batailles formidables et ont des victoires extraordinaires. Et puis années 80,
retour de bâton, en particulier aux États-Unis avec les années Reagan. Et ça, c'est Suzanne Faludi qui en parle dans un livre. Le livre s'appelle Backlash, d'où cette expression que vous entendez souvent, backlash, ça vient de ce livre, où elle explique d'ailleurs dans ce livre à quel point la figure de la mère et le renvoi vraiment des femmes aux fonctions reproductives est centrale dans le discours conservateur des années 80. Et pour moi, je pense que le backlash que nous vivons aujourd'hui autour de la natalité, c'est ce même backlash suite à une phase d'émancipation des femmes, une phase d'avancée des droits des femmes. La natalité est aujourd'hui vraiment le cheval de Troie dont nous devrions, nous les féministes, nous méfier plus que tout, parce que c'est vraiment le cheval de Troie qui nous intime et qui intime les femmes à revenir à leur rôle originel biologique pour arrêter d'embêter le patriarcat. Et d'ailleurs, Macron, c'est ce qu'il fait, hein. C'est la grande cause de l'égalité femmes-hommes jusqu'en 2024. Et là, il nous fait la grande cause de la natalité. C'est on-off. Et il n'y a plus de grande cause de l'égalité. Vous voyez qu'en fait, pour eux, c'est pas comme si c'était pas compatible. Ton livre, on est en train de le décortiquer avec la dimension de démographie, la dimension idéologique autour de la natalité. Mais c'est pas juste un phénomène qui est quantifiable, c'est pas juste un fait statistique, c'est pas juste même une arme aux mains des masculinistes. Toi, tu réinterroges la natalité comme les conditions de vie des enfants qui grandissent aujourd'hui et des enfants à naître demain. Bah, c'est vrai que, du coup, quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit, qu'est-ce que ça doit être un propos féministe là-dessus? Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, par exemple, moi-même, quand on me posait la question, j'avais plutôt tendance à répondre: «Bah oui, il faut plus de crèches, comme ça les femmes feront plus d'enfants et tout». Et à un moment donné, en écrivant ce livre, je me suis dit: «Mais en fait, je suis aussi un peu en train d'être dans ce système de comment faire plus d'enfants aux femmes». Et en fait, du coup, je me dis: «Il faudrait qu'on sorte de cette manière de penser». Le sujet, c'est pas comment faire plus d'enfants aux femmes. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on est en train de faire en sorte qu'il y ait des conditions favorables à la vie. Et donc, c'est une toute autre question. Les conditions de vie, c'est pas la même chose. Et donc, moi, j'invite les personnes progressistes à ne pas rentrer dans le jeu des pronatalistes qui, finalement, voient les enfants comme encore aujourd'hui comme des soldats, comme des cotisants, comme des consommateurs, mais à plutôt et du coup voient les femmes comme des unités de production et se disent en fait il nous faut 2,1 enfants par femme pour réussir que le système de retraite machin. Et en fait on se rend pas compte, mais on pense comme un directeur d'usine, sauf que on n'est pas des usines. Et que l'important, c'est de se dire est-ce que les conditions sont favorables ou pas? Et tout responsable politique, et c'est pour ça que dans mon livre, du coup, je ne termine pas le livre par une liste de choses qu'il faudrait faire et mettre dans la loi pour que les femmes fassent plus d'enfants. J'invite à repenser plus encore en profondeur les choses et dire en fait, est-ce qu'on n'est pas dans le mauvais système de valeurs? Est-ce qu'on n'est pas dans la mauvaise direction? Et repenser les choses encore plus en profondeur sur ce serait quoi des principes politiques d'une société féministe, d'une société vivante, vivable, vibrante, avec des femmes libres et heureuses. Et peut-être que dans cette société-là, d'ailleurs, les femmes ne vont pas faire 4 enfants. C'est possible. Parce qu'il s'avère que, oui, quand les femmes ont le choix, souvent, elles en font moins que quand elles n'ont pas le choix. Du coup, il faut peut-être se dire que, voilà, une société où les femmes sont libres, elles n'en font pas, voilà, on n'est pas des lapins. Donc voilà. Et dans ce cadre-là, dans tous les cas, occupons-nous et nos responsables politiques devraient vraiment s'occuper de comment faire en sorte que la société soit vivable, que le monde soit vivable, et ensuite laisser les gens libres. Et il y a des femmes qui feront des enfants, et il y a des femmes qui feront pas d'enfants, et il y a des hommes qui feront des enfants, des hommes qui feront pas d'enfants, et ils feront les enfants à plusieurs, ou les enfants tout seuls, ou ils font voilà. Mais occupons-nous de créer les conditions que la vie arrive, que la vie vive et que la vie vive après nous, loin après nous. Ça, c'est important parce que tu nous déculpabilises, en fait, quand on lit ton livre. En tout cas, moi, c'est aussi l'effet que ça me fait. C'est finalement le fait d'avoir des enfants, de ne pas en avoir, c'est pas qu'une décision individuelle. Et je trouve qu'il y a un passage de ton livre qui fait cette bascule, où tu dis que la dénatalité n'est pas le fruit d'un caprice individuel, mais un diagnostic collectif posé par les femmes sur l'état du monde, une grève des ventres à bas bruit. Je trouve ça hyper, hyper beau comme formule. Et je trouve que c'est aussi
réintégrer cette dimension collective de faire des enfants, de s'occuper des enfants. Et tu me l'as dit quand on a un peu préparé cette soirée, c'est d'envisager la maternité non pas comme la seule personne qui porte l'enfant, comme la reproductrice, mais aussi réenvisager la maternité dans tout ce qui permet de faire enfin, de soigner, de faire attention aux plus vulnérables et notamment les enfants. Et ça, en fait, qu'on ait des enfants ou non, on est tous impliqués. Oui. Alors, c'est vrai que quand je parle de grève des ventres à bas bruit, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a effectivement cette baisse de la natalité. Et quand on interroge les femmes, on voit qu'en vrai, elles en voudraient plus. Alors, Macron y répond par un grand plan contre l'infertilité, en totale incohérence avec, par ailleurs, une politique de réarmement, de préparation à la guerre et d'autorisation des néonicotinoïdes qui sont clairement pas bons pour la fertilité. Mais bon, passons. Ça, j'en parle aussi. Mais même si on réglait tous les problèmes d'infertilité, on augmenterait de 0,1, 0,2. Aujourd'hui, on a 1,5, 1,6 enfants par femme. Donc, si on règle 0,1, 0,2, de toute façon, on ne passe pas la barre des 2,1, qui est en gros la barre symbolique où ils aimeraient nous renvoyer. Donc, il y a un hiatus qui est là, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une impossibilité, subie, c'est vraiment un refus des femmes. C'est-à-dire qu'elles aimeraient en avoir plus, elles n'en font pas plus, même si elles pourraient faire plus, fertilement, biologiquement. Et elles n'en font pas plus. Et du coup, ça, c'est une question que nous, on doit se poser, cette différence-là. Si elles n'en font pas plus, effectivement, et si elles sont nombreuses à ne pas en faire plus, à dire « je peux pas, je peux plus, désolé, là, j'arrête ». Je parle d'une grève des ventres à bas bruit comme si on considère le travail reproductif comme un travail, du coup, si elles quittent l'outil de production, parce que les conditions ne sont pas réunies, c'est un peu ce qu'on appelle quand même une grève, hein. Alors, il n'y a pas de slogan, il n'y a pas de pancarte. Dans certains pays, ça existe, comme en Corée du Sud, le mouvement 4B, par exemple. Mais ici, ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas. Mais quand même, c'est quelque chose à entendre. Et moi, je pense que ce qu'elles nous disent, justement, les femmes, et moi, par exemple, ce qu'elles nous disent, c'est moi, je dis, par exemple, j'en fais pas un troisième, j'en ai 2. Parce qu'effectivement, je ne sais pas comment je ferais, en fait. C'est vraiment, et c'est pas que j'aimerais pas, hein, c'est que juste c'est mort, quoi. Enfin, je sais pas comment je vais survivre à ça. Et donc du coup, analysons le système. Qu'est-ce qui fait que, nous sommes nombreuses à poser ce constat? Que nous sommes nombreuses à ne pas faire l'enfant de plus qu'en vrai on aimerait bien faire? Et en fait, quand on analyse le système, on voit qu'effectivement, c'est rationnel. C'est-à-dire, c'est pas un caprice, c'est pas un égoïsme, c'est vraiment un diagnostic rationnel qui est posé sur le monde dans lequel nous vivons. Les inégalités entre les femmes et les hommes, les violences faites aux femmes, la manière dont on traite les enfants. Et ça, les gens, ils voient bien les incohérences. C'est-à-dire, on dit faites des enfants, mais vous avez regardé ce que fait l'État quand il gère les enfants de l'ASE? C'est une honte. Il n'y a jamais eu autant d'enfants qui dorment à la rue. Donc faites des enfants, mais l'État n'est même pas en capacité de prendre en charge correctement ceux qui sont déjà nés et qui sont là. Regardez l'état aussi de l'école, quand on n'a pas, j'en parle aussi, mais il n'y a même pas les budgets pour rénover les toilettes dans les écoles. Pour celles et ceux qui ont des enfants dans le public en particulier, vous avez peut-être déjà discuté de ça avec vos enfants, ils n'osent même pas les faire pipi. Bref, c'est pas qu'un détail, c'est juste un sous-investissement national. C'est la fermeture des lits en néonatalité, c'est la fermeture des maternités. En fait, c'est tout ça qui constitue, en fait, on voit bien qu'en fait, le monde, il n'est pas tout à fait prêt à accueillir. C'est aussi évidemment les crises climatiques, les pesticides. On n'arrête pas de nous dire que bientôt, il n'y aura plus d'oiseaux, bientôt, il n'y aura plus d'abeilles. Enfin, donc, et puis, les crises économiques et bien sûr la guerre. C'est-à-dire, ce qu'on entend tous les jours à la radio et à la télé. Moi, je trouve ça fou que le même Trump puisse parler de natalité et mettre le monde à feu et à sang et parle de la fin d'une civilisation. Il n'y a quand même rien de pire pour la natalité, il n'y a rien de pire pour la démographie qu'une guerre. Alors, toutes les pyramides des âges portent vraiment c'est les tranchées sanglantes de toutes les guerres. Donc, et ça, en fait, nous, on le sait, on le sent, on le voit. Et en fait, dans les années 50, ce qui s'est passé, c'était un optimisme fou aussi, le baby-boom. Mais c'est ça, c'est la paix, la prospérité, l'idée que ça ira mieux demain. Et ça donne envie de faire des enfants. Là, aujourd'hui, moi, je ne sais pas si ça va aller vachement mieux demain. Et ce sentiment-là, il contribue beaucoup, et probablement plus qu'une incitation fiscale ou à 3 places de crèche en plus.
Et ça, c'est pour ça, du coup, que moi, j'invite vraiment à écouter ce que disent les femmes et toutes celles et ceux qui tiennent la vie, parce qu'effectivement, je parle des femmes qui tombent enceintes et qui sont enceintes, mais en fait, écoutons les aides-soignantes, écoutons les assistantes maternelles, écoutons la manière dont on pressurise tout le monde, dont on essaye de tout le temps tout optimiser au maximum. Et je parle aussi, du coup, dans le livre, beaucoup d'un sujet qui est tout simple, hein, mais c'est juste le temps. Parce que moi, par exemple, je me dis, à quel moment j'ai le temps de faire un troisième enfant? Donc, le truc du temps, il n'est pas anecdotique. Et c'est très politique, le temps. Et on n'en parle pas. On n'en parle pas assez. Il fut un temps, on parlait des 35 heures. Il y avait tout un débat sur le temps pour le travail et puis le temps pour le reste. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on parle du temps que pour l'optimiser et faire en sorte qu'on fasse rentrer plus de trucs dans une même journée. Et avec les nouvelles technologies, ça nous intime de faire ça. Comment faire plus de trucs dans une même journée? On veut tout optimiser. Sauf que la vie, elle n'est pas optimisable. En fait, un enfant, il n'aura pas de dents avant 1 an. Et vous avez beau optimiser ce que vous voulez, ça va se passer comme ça. Et un enfant, il va tomber malade. Et un enfant, il va faire des siestes. Et un enfant, il va dormir. Et un enfant, il va... Moi, ma fille, par exemple, elle a été malade cette semaine, angine. Du coup, moi, j'ai une angine. Du coup, j'ai pas dormi de la semaine. Et je sors ce livre. Et en fait, voilà. Et c'est comme ça. Et c'est la vie. Et on veut, en fait, on est tellement pollué par, à nouveau, par un peu la manière de penser des robots. En fait, on veut faire comme si on était des robots, mais nous ne sommes pas des robots. Et donc, c'est pas possible. Voilà. Et toutes ces conditions-là, en fait, font que on veut nous faire des enfants et en même temps, on ne crée pas les conditions. C'est pour ça que j'ai voulu déplacer le débat en disant parlons des conditions de la vie. Et ça, qu'on soit femme ou homme, qu'on porte un enfant ou qu'on ait adopté un enfant ou qu'on s'occupe des enfants des autres, ça, c'est des choses qu'on peut dire. Donc, écoutons les personnes qui tiennent la vie et voir quel constat elles posent sur le monde et on verra à quel point il y a des choses à transformer. Je trouve que c'est une formule que tu utilises dans le livre et qui résume bien. C'est un pari, la maternité. En fait, c'est un pari, mais tu sais pas ce sur quoi tu vas tomber. Tu sais pas si tu vas avoir le temps de t'en occuper, un enfant plus malade qu'un autre. Et du coup, ce pari-là dans un monde... handicapé. Un enfant handicapé. Et ce pari-là dans un monde dans lequel le profit est en effet la norme et la règle, eh ben, ça laisse pas de temps pour un enfant qui rêve, pour un enfant qui est malade, pour un enfant qui veut pas se lever pour aller à l'école, pour tous ces temps un peu longs. Comme si la vie, elle dérange aujourd'hui. En fait, on le sent bien que la vie, c'est le No Kids dans les wagons SNCF, mais c'était un peu symbolique, mais en tout cas, je trouve que ça résume bien quand même le fait qu'aujourd'hui, la vie, elle dérange vachement. Nous, à la Cité, par exemple, on a essayé, la Cité Audacieuse ici, de faire un coin kids-friendly, de bien dire, et on répète, ici, les enfants sont bienvenus. Parce qu'en fait, à Paris, dans les cafés, les enfants ne sont pas les bienvenus, clairement. Et donc voilà, mais voilà, la vie, c'est le bordel, c'est l'imprévu, c'est la lenteur, et du coup, ça rentre pas dans un mode de vie totalement cadencé, le mode de vie que nous intime le système économique aujourd'hui. Je veux citer un autre passage parce que tu as évoqué ça à un moment et puis on a passé à autre chose, sur la possibilité d'avoir d'autres modèles. Tu l'as dit, ce livre, c'est pas un manuel, c'est pas un prêt-à-penser. Vous n'allez pas trouver des recettes pratiques pour avoir envie d'avoir des enfants. Enfin, c'est pas l'idée. L'idée, pas que vous le refermiez en vous disant: «Ah mince, je passe à côté de quelque chose» ou alors «Pourquoi j'en ai fait 3 et je me suis pas arrêtée à 2». Et c'est ce qui fait que ça donne vraiment matière à réfléchir. Et tu nous dis notamment, là où la société voulait cantonner les femmes aux soins du foyer, elles ont fait, les mères, de cette responsabilité le point de départ d'un engagement dans la cité. Et c'est là où c'est important d'envisager la maternité, non pas comme celle qui est détenue juste par les femmes qui portent des enfants, mais par tous ceux qui s'occupent des enfants, parce que ça peut être aussi une réflexion politique, pas politicienne, mais politique sur le sens de faire société. Et tu as des exemples Je prolonge un peu effectivement à la fois les théoriciennes du care, qui invitent du coup à en faire une éthique. Je prolonge également donc j'en parle, hein, je cite beaucoup de féministes, donc, parce qu'elles ont évidemment pensé tout ça bien avant. Je prolonge aussi les réflexions sur la justice reproductive qui sont essentielles.
qui viennent de féministes afro-américaines qui pensent, à partir des années 90, qui disent aux féministes qui étaient beaucoup focalisées sur le droit à l'avortement, oui, mais n'oubliez pas que certaines femmes, elles, n'ont pas vraiment le droit d'être maman. Et que, en fait, ce qui est aussi très important, c'est de pouvoir élever nos enfants dans un monde vivable, dans un monde dans lequel ils sont en sécurité. Et je prolonge ça parce qu'en fait, elle s'attarde beaucoup sur la question de droit, de la justice reproductive du coup et du droit. Sauf que on est dans un monde où les choses sont, enfin, tout est tellement aujourd'hui au bord de s'écrouler, hein, en quelque sorte, hein. L'état de droit, par exemple, parler de droit, oui, mais l'état de droit, on ne sait plus trop. Du coup, moi, j'ai voulu aller encore plus loin, donc prolonger encore plus et effectivement inviter à, du coup, sur la base de ces expériences, hein, faire comme toutes les féministes avant, mais juste aller un peu plus loin, vraiment remettre les expériences des femmes, mais au-delà des femmes et au-delà des mères, de toutes celles et ceux qui prennent soin. Et donc, c'est un peu replacer les mères au centre. Et pas que les mères, du coup, vraiment toutes les personnes qui font cette expérience-là et qui prennent soin de la vie, et qu'on les écoute, qu'on y prenne attention et qu'on fasse en sorte que ce qu'il en ressorte soit des grands principes politiques pour demain. Les principes, du coup, de favoriser avant tout la paix en prévenant les conflits, le fait de faire en sorte que le système économique nous permette à tous et toutes de vivre dignement, de remplir les besoins en nourriture. Hein. Comment on va faire pour nourrir 12 à 13 milliards d'individus? Il faudrait qu'on s'en préoccupe vraiment, de loger, de nourrir tout le monde. Il faudrait que le système économique soit en capacité de faire ça quand même demain. Et donc, c'est vrai qu'en replaçant, j'invite vraiment un peu à se dire qu'est-ce qui se passerait si c'était plutôt ces questions-là qui étaient centrales dans nos sociétés. Et donc, qu'est-ce qui se passerait si c'était les mères, entre guillemets, donc toutes celles et ceux qui font tenir la vie, qui étaient un peu plus au centre de la société. Et donc, ce travail reproductif qui a toujours été invisibilisé, minoré, mis de côté, qu'est-ce qui se passerait si on le mettait vraiment au centre et qu'on écoutait vraiment et qu'on prenait, c'est pas... Nous, les féministes, on a toujours un peu dit, voilà, on renvoie les femmes à la maison en leur faisant faire des bébés. Oui, ok. Mais du coup, il faut faire l'inverse, quoi. Et qu'est-ce qui se passe si jamais on remet au centre ces discours, ces pratiques et quelles conclusions on peut en tirer pour la société? Qu'est-ce que ce serait une société qui mettrait vraiment au centre ces sujets? Il s'avère qu'en fait, il y en a déjà eu. Ça s'appelait des matriarcats. Et du coup, j'ai pris plaisir à aller regarder dans les matriarcats. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé avec ces sociétés-là? Et il s'avère qu'il y en a qui continuent de vivre aujourd'hui encore. Et l'idée, c'est pas de copier-coller, ça, ce serait un peu idiot. Mais par contre, c'est intéressant de voir qu'il y a des sociétés qui ont mis un peu au centre du système cette question de la reproduction, de la lignée. C'était pas des sociétés du tout qui étaient à l'inverse du patriarcat ou qui ignoraient les hommes. Pas du tout. C'était des sociétés, au contraire, extrêmement égalitaires. Et donc, je cite ces sociétés et j'explique un peu comment ça se passait. Je cite certains exemples. Comme une invitation aussi à nous dire, regardons ce que les humains ont déjà inventé. Et ils ont inventé plein de trucs. Et dans ces choses qu'ils ont inventées, il y a des choses aussi qui peuvent être extrêmement intéressantes et des grands principes à retirer qui pourraient s'adapter à nos sociétés à nous et qui pourraient nous guider pour une société, pour un monde beaucoup plus vivable que le monde dans lequel nous sommes. Alors, moi, j'ai le sentiment que c'est comme un programme politique. En fait, non, mais grosso modo, en finissant le Alors livre... d'ailleurs, je voulais vous annoncer... Voilà, c'est grande annonce. Vous êtes au bon endroit ce soir. Non, mais c'est vrai que je me suis dit que c'était, à la fin, en reformant ce livre, je me suis dit que c'était un programme politique que j'aimerais voir développer demain, l'année prochaine, par exemple, au hasard, au présidentiel, parce que pour une fois, j'ai le sentiment qu'on part du vivant, d'une chose qui nous concerne tous, et voilà, je pense que c'est une bonne base. Je pense qu'il faut le donner aux hommes politiques et femmes politiques. J'étais dans un taxi hier ou avant-hier, et du coup, je répondais aux questions d'une journaliste sur le livre, et donc je pitchais, entre guillemets, donc j'expliquais le livre. Et le chauffeur de taxi, donc je raccroche, on arrive, et le chauffeur de taxi me dit: ah, c'est vraiment très très bien, madame. Et c'est vrai que c'est pas souvent le cas quand je parle de trucs féministes dans les taxis, d'avoir ce genre de réaction. Et en fait, c'est vrai que je pense que ça peut être un propos
qui rassemble. Ça peut être un propos qui inspire, qui rassemble, qui donne de l'espoir, et je pense qu'on en a besoin. Et pour le coup, du coup, Marine Tondelier, qui a lu ce livre, elle a et qui a fait donc qui a expliqué qu'elle était enceinte suite à une PMA, parce que je parle aussi de la PMA dans ce livre, bien sûr. Elle a trouvé qu'effectivement, ça pouvait être des choses qui pouvaient nourrir sa pensée, et je suis hyper contente. Je veux que, dans l'idéal, ce serait vraiment trop cool si plein de responsables politiques se disaient « Ah tiens, il y a des choses intéressantes dans le fait de faire passer la vie en premier ». Ce serait quand même bien d'avoir des responsables politiques qui s'occupent de ça, effectivement, de comment créer les conditions d'un monde vivable, avec évidemment en point d'orgue la question de la liberté, la question de la justice, qui sont évidemment des questions essentielles. Et justement aussi, quand je parle d'une politique féministe du vivant, je sais que je vais sur le terrain de la vie, qui est aujourd'hui un terrain un peu occupé par des gens qui, en réalité, ne sont pas trop du côté de la vie. Et parce que voilà, quand on parle des pro-vie aujourd'hui, on ne parle pas du tout des féministes. Et donc, c'est aussi le fait de dire allons sur ce terrain de la natalité, et aussi allons sur le terrain de la vie, parce qu'en vrai, c'est nous qui savons comment faire pour que demain et après-demain existe un monde vivable. Mais vous pouvez applaudir Anne-Cécile.